Mesdames, Monsieur le Président, mes chers amis, mes chers collègues de top management, je voudrais vous parler aujourd'hui, du moins c'est ce qu'on m'a demandé de faire, de l'importance de la gouvernance humaine pour les entreprises. Le petit papier que je vous ai distribué est en anglais parce que d'habitude je m'exprime vis-à-vis de gens qui sont soit néerlandophones, soit francophones, et je vous prie de m'autoriser à bien parler la langue qui est ma langue maternelle. Il est évident que le débat aura lieu iedereen in zijn eigen taal, natuurlijk. Bien, disons un mot de la gouvernance. C'est le système par lequel toute organisation humaine qui a décidé de prendre elle-même son destin désire se gouverner, s'orienter. Le mot latin gubernare est à l'origine de cela et ça veut dire to steer a ship avec le gouvernail. Parfait. Alors, qu'est-ce que la corporate governance? Eh bien, c'est le système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées. Il est clair que dès qu'il y a eu la première entreprise, il y a eu de la corporate governance. Ce n'est donc pas du tout un nouveau concept. Ce qui s'est passé, c'est que la prise de conscience de la société civile vis-à-vis de ce qu'elle considère comme les organisations qui exercent un pouvoir, c'est-à-dire les entreprises, exige de plus en plus que celles-ci soient responsables vis-à-vis de la société. Nous le voyons tous les jours, nous n'avons qu'à voir ce qui se passe pour Carrefour à l'heure actuelle. En outre, on a assisté à l'émergence de la mondialisation, de la globalisation de l'industrie et des finances. On a assisté au souci de durabilité de nos actions. Déjà Goethe disait le génie est de durée. Et puis aussi, on assiste aujourd'hui à la nécessité de protéger la planète et son environnement. Je crois donc que la corporate governance, comme on dit, c'est-à-dire la gouvernance, je n'aime pas le mot gouvernement, la gouvernance de l'entreprise, ne me paraît pas une déclaration vide de sens, une déclaration à la mode, bien que trop fréquemment utilisée dans le monde politique ou même dans le monde du business lorsque ce n'est pas adapté. Et alors ici, je vais peut-être surprendre l'un ou l'autre, je fais une différence entre l'idée avec un grand I et le système avec un grand S. Prenons un exemple, et c'est très fréquent pour les religions et pour les philosophies, c'est que, prenons la religion chrétienne, l'idée fondamentale de l'amour du prochain, du pardon, sont des idées humanistes remarquables. Et puis est arrivé un système qui s'appelle l'Église, qui a pris cette idée subtilement et l'a transformée en quoi? En croisade, en inquisition, en exorciste. Et donc, le système, souvent, se substitue à l'idée, qui lui délègue d'ailleurs sa position, et détourne le principe de l'idée. Vous avez la même chose pour le capitalisme. Le capitalisme, c'est-à-dire la richesse que peut donner la propriété dans la liberté de l'individu, cette création fondamentale de liberté, est, lorsque certains systèmes s'installent, transformé finalement en un capitalisme casino qui détruit l'économie réelle. Et un bel exemple de cela, c'est la déclaration récente de Sarkozy à l'Élysée qui dit « Mes petits Français, travaillez, étudiez, travaillez plus, gagnez plus, et surtout étudiez pour pouvoir vous affirmer dans la société. » Et puis, en même temps,
Hein, on cherche un executive management à l'EHPAD et on tombe sur Jean Sarkozy qui n'a pas terminé ses études. Donc c'est vraiment une détérioration fondamentale de l'idée pour arriver au système. Les objectifs de la corporate governance sont, contrairement à ce que disent beaucoup d'académiques, ce n'est pas le combat contre les scandales type Enron. À mon avis, ça a été créé par les Anglo-Américains et surtout par Sir Cadbury en 80 en Grande-Bretagne pour promouvoir la performance de l'entreprise. Cadbury s'est rendu compte que s'il voulait faire appel au marché des capitaux, s'il voulait qu'on crée de la confiance entre les industriels qui devaient collaborer venant de cultures différentes, des États-Unis par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Europe, avec les Asiatiques, etc., il était bon d'avoir des normes et un code, finalement, de gouvernance qui permettait, pour les uns, de dire, finalement, les entreprises ont une certaine forme de contrôle du risque, ça c'était pour les marchés des capitaux, et pour les partenaires, qui deviendront plus tard les stakeholders, créer de la confiance. À ce moment-là, évidemment, la performance, l'amélioration de la performance était essentiellement le résultat financier et satisfaire les actionnaires. Ça a évolué depuis, puisque au lieu des shareholders, on parle aussi maintenant des stakeholders. Je rappelle que qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante, un stakeholders? C'est soit un individu, soit un groupe qui affecte le fonctionnement de l'entreprise ou qui est impacté par celui-ci. Et il semble que finalement le goal, le but terminal, ultime de la corporate governance, c'est de développer des structures et des procédures qui font qu'il soit possible pour une entreprise de poursuivre sa stratégie avec efficacité et en conséquence améliorer sa performance. Vous verrez que tout le problème est de quelle performance s'agit-il. Et il semble quand même que cette définition soit supportée par des recherches académiques, notamment par la Georgia State University, qui remarque que les entreprises qui ont une faible gouvernance performent moins bien, sont moins profitables et ont une plus grande volatilité, parle évidemment des entreprises cotées, que celles qui ont une bonne gouvernance d'entreprise. Plus spécifiquement, il s'agit donc, dans la corporate governance, je n'ai pas encore parlé, bien entendu, de la people governance, il s'agit, je l'ai dit, de réaliser une viabilité à plus long terme, d'élaborer des équilibres entre l'actionnariat, les actionnaires, les parties prenantes, les stakeholders, le conseil d'administration et le comité exécutif, c'est-à-dire les organes dirigeants de l'entreprise. Et en outre, on y a ajouté, vous verrez que ça a ajouté un peu de confusion, d'ailleurs, les mesures qui sont reliées à la protection de l'environnement. Alors, que s'est-il passé en Belgique? Aujourd'hui, en 2010, nous disposons d'un code qu'on appelle le code 2009. La première version du code, c'était le fameux code Lippens, date de décembre 2004, pour les compagnies cotées en bourse, les listed companies. La révision date de mars 2009. Elle remplace complètement l'édition de 2004 et s'applique à partir du 1er janvier 2009. En parallèle avec ce code pour les sociétés cotées,
il y a un code qu'on appelle le code Beuys,